Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. On va tenter de comprendre ce qui va se passer pour le budget dans les jours qui viennent. Mais juste avant, vous qui êtes aux premières loges, si je puis dire, parce que vous êtes rapporteur général de ce budget, comment vous qualifiez en quelques mots ce qui s'est joué vendredi soir, à savoir le rejet de la partie recette de ce budget, rejeté donc à l'unanimité, moins une voix. C'est un échec, et si c'est un échec, c'est l'échec de qui ? Non, c'est une logique, puisque en fait, c'était un texte qui n'avait ni queue ni tête, qui avait voté des taxes et des impôts nouveaux en quantité, donc ce qui n'est pas bien pour la France, et qui en plus avait adopté, alors même que je l'avais dénoncé durant la discussion, des taxes et des impôts qui étaient contraires au droit européen, contraires à la Constitution, contraires à des dispositions fiscales, donc un texte inapplicable. Donc c'est normal que les députés l'aient rejeté. Maintenant, pour que les gens nous écoutent, c'est le Sénat qui reprend la main, qui va nous proposer quelque chose, et après on se remettra à travailler à l'Assemblée avec le texte du Sénat. Concernant cette séquence, Sébastien Lecornu a dénoncé hier le cynisme de certains partis et de certains candidats à la présidentielle. Alors, il a visé clairement le Rassemblement national, Marine Le Pen et les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de manière plus discrète, Bruno Retailleau, qui affirme que ce budget est invotable et que c'est le hold-up du siècle. C'est un budget invotable en l'état, effectivement. Il n'y a pas de dépenses en moins. Moi, je pense que la priorité du budget, ça serait de baisser la dépense publique. Aujourd'hui, on n'a pas pu discuter réellement de la dépense. On a un peu commencé en commission, mais en tout cas, elle ne baisse pas. Et ça, c'est vraiment un sujet, parce qu'on dépense beaucoup plus en France que nous ne dépensons ailleurs. Et en état, c'est invotable. Et il y a trop de dépenses et il y a trop d'impôts. Donc oui, c'est invotable en état. Hier à Matignon, juste pour terminer sur la séquence passée, veut à nouveau responsabiliser les partis, les mettre au pied du mur. Mais pourquoi est-ce que finalement ça marcherait plus qu'il y a 3 jours, qu'il y a une semaine, le fait de responsabiliser les partis ? Plusieurs raisons. D'abord, dans cette première phase, nous n'avons pas eu le temps. Moi, j'ai eu le texte du budget un lundi. Et on devait déposer les amendements le jeudi. Comment voulez-vous, en 3 jours, de façon précipitée, passer des accords entre groupes politiques ? Ce n'était pas possible, nous n'avions pas le temps. Donc là, nous allons avoir un peu de temps. Le Sénat, lui, a le texte depuis un mois et demi. Il commence à travailler officiellement dessus, mais en fait, il a le texte depuis plusieurs semaines. Donc il a pu probablement avoir une réflexion plus construite. Et puis le poids des nécessités. Il faut que nous ayons un budget avant la fin de l'année. Et c'est ça qui, je pense, peut aussi déclencher un éclair de sagesse chez certains qui, jusqu'ici, n'ont proposé que des choses inapplicables. Donc, clairement, comment vous voyez la suite ? On sait que les délais restent quand même extrêmement contraints. Est-ce que vous pensez que le budget 2026 peut échapper à cette fameuse loi spéciale qu'on avait eue l'année dernière avec François Bayrou ? Pour que ceux qui nous écoutent comprennent, il y a 2 dates importantes. Le 31 décembre, il faut qu'il y ait un texte. Sinon, par exemple, l'État ne peut pas lever l'impôt et ne peut pas payer les pensions. Et le 23 décembre, c'est la date limite pour qu'un texte de budget de l'État soit adopté, 23 décembre. Si le 23 décembre, il n'y a pas de vote de l'Assemblée et du Sénat sur un texte de budget, le gouvernement doit prendre des mesures transitoires pour tenir au-delà du 31 décembre. Et ça s'appelle une loi spéciale. Eh bien, je vous le dis... Est-ce qu'on peut y échapper à cette loi spéciale ? Oui. Parce que c'est la petite musique qu'on entend en ce moment, c'est qu'elle est inévitable. Donc, quelle est l'étape future ? Désormais, le Sénat est en train d'écrire sa copie. Nous allons nous réunir dans quelques jours, dans une vingtaine de jours, le Sénat et l'Assemblée, ce qu'on appelle en commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs. Nous allons travailler un texte, nous allons essayer d'accoucher de façon commune d'un texte, se mettre d'accord à 14. À mon avis, c'est possible. On peut avoir un texte, se mettre d'accord en disant voilà le budget de la France, moins de dépenses et des impôts pas trop élevés. Mais après, ça repart à l'Assemblée nationale. Et ce texte dont nous accoucherions à 14, il faut qu'il soit ensuite validé par le Sénat et l'Assemblée. Et c'est là tout le sujet. Est-ce que l'Assemblée acceptera ce texte de compromis ? Ça sera forcément un texte de compromis. S'il l'accepte, c'est bon, on a un budget. S'il ne l'accepte pas, on arrive à la date limite du 23 décembre et le gouvernement devra prendre une loi spéciale pour traiter l'urgence. Le Premier ministre pense qu'il y a toujours une majorité pour voter ce budget. Donc, à vous entendre, j'ai l'impression que vous êtes aussi optimiste. Non, mais je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. Moi, j'ai un travail qui consiste à essayer de faire que les gens se mettent d'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai, entre ceux qui veulent la taxe Zuckman, les socialistes, et ceux qui n'en veulent pas, il y a parfois il y a des précipices. J'essaye de combler les précipices. Ce n'est pas facile. Je ne vous garantis pas que ça sera possible, que ça sera fait, pardon. Mais en tout cas, que les Français comprennent qu'à la fin de l'année, il n'y aura pas, au sens américain du terme, de shutdown. On aura
Un texte, peut-être pas une loi, mais au moins un texte. Et est-ce que vous dites, comme Bruno Retailleau, qu'il vaut mieux une loi spéciale qu'un mauvais budget ? Oui, bien sûr. Non, mais personne ne veut un mauvais budget. La loi spéciale, le problème, c'est que vous ne tenez pas une année avec. La loi spéciale, ce n'est qu'un outil qui permet de gagner un peu de temps jusqu'à enfin on se mette d'accord au début de l'année prochaine sur une loi définitive. Deux dernières questions. Emmanuel Macron devrait proposer jeudi un service militaire volontaire aux filles et aux garçons âgés de 18 ans qui seraient payés entre 9 000 et 10 000 euros par mois pour une durée de 10 mois. 900 à 1 000 euros. Oui, 9 000, ça fait beaucoup. On aura des volontaires. Voilà, 900 à 1 000 euros, effectivement. Je précise que ce sont des informations de la Tribune dimanche, mais en tout cas, ce matin sur RTL, il a fait un pas vers ce service militaire volontaire. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Écoutez, c'est un peu un serpent de mer. Moi, je crois que le service militaire, pour tous, c'est un outil de cohésion de la nation. Alors que la nation se dissout, il serait bien d'avoir des outils où, au fond, nous communions tous, garçons et filles, dans l'idée d'une nation à défendre. Donc l'idée est plutôt séduisante, simplement, ça coûte très cher. Si ça a été supprimé par Chirac il y a quelques années, c'est aussi parce que c'était devenu inefficace en termes opérationnels. Donc il y a une réflexion très complexe et très complète à avoir. Le projet mérite d'être regardé, mais à l'état actuel, ce n'est qu'un projet. Mais c'est vrai que nous avons besoin de ciment. La jeunesse a besoin de se retrouver. Deux dernières questions, alors plus anecdotiques peut-être. Rachida Dati en éboueur dans le cadre de sa campagne pour les municipales à Paris. Vous dites, après tout est bon pour marquer les esprits. Elle fait comme Donald Trump ? Non, mais chacun fait la campagne qu'il souhaite. Manifestement, elle a mis le doigt sur un sujet à Paris, c'est la propreté. Paris n'est pas une ville propre. Donc elle dit, voilà, à travers ça, je veux rendre la ville propre. Moi, j'ai été maire et je suis toujours conseiller municipal de ma commune à la Garenne-Colombes. La propreté, c'est une des priorités. Sécurité, propreté, quand vous avez ça dans une commune, les gens sont contents. C'est vrai que Paris mérite un bon coup de balai. Et formellement, elle en est où avec les Républicains ? Parce que j'avais cru comprendre que Bruno Retailleau l'avait suspendue parce qu'elle était restée au gouvernement. Elle a toujours l'étiquette républicain ? Elle sera aidée et soutenue par les Républicains au moment de cette campagne municipale. Nous pensons qu'il y a une possibilité de gagner Paris et de faire en sorte que cette ville qui a été si belle regagne le lustre qu'elle a perdu ces dernières années. Donc ça reste la candidate des Républicains. Bien sûr. Dernière question, le journal d'un prisonnier, c'est le titre du livre de Nicolas Sarkozy qui va expliquer son incarcération. Ce livre va sortir le 10 décembre chez Fayard. Est-ce que vous allez l'acheter ? Est-ce que vous allez le lire ? Par définition, je lis beaucoup de livres politiques, donc évidemment, je vais le lire. J'imagine l'épreuve que ça a été. Je suis allé passer 2 jours en prison il y a 1 an, à la prison de la Santé, dans une autre prison, pour voir ce qu'était la prison. La prison, c'est un endroit terrible. Et je pense que la société doit avoir une réflexion sur la vie en prison. La vie en prison, c'est un peu aussi l'image qu'on peut donner de la justice. Donc je le lirai avec intérêt.